Deutsche Telekom, justement, le patron de Deutsche Telekom a pris la parole il y a quelques mois dans un grand forum où il a exprimé ses inquiétudes en disant que dans le domaine de la digitalisation des données, les Européens, notamment les Franco-Allemands, avaient déjà complètement perdu la bataille des plateformes B2C. Quand on regarde les GAFA, les Amazon, les Google, les Apple, vous avez tous des smartphones qui sont sur Android et iOS. Donc en fait, il n'y en a aucun qui tourne sur un système européen. Et en même temps, il restait critique mais optimiste sur la dimension des plateformes plutôt B2B ou Internet of Things, et notamment, Marc l'a évoqué ce matin, sur la dimension de la voice recognition et tout ce qui est sur les smart speakers, avec des initiatives communes. Je pense que c'est intéressant. On a dans notre panel aujourd'hui André. André, tu vas peut-être dire un peu plus ce que tu fais, mais tu es simplement un Jedi. Alors un Jedi ou un Jedi, habe ich auch gelernt auf Deutsch. Un Jedi, donc sans sabre laser avec un micro, c'est quelqu'un qui s'occupe du Joint European Disruptive Innovation. Il faut absolument que tu nous expliques ce que c'est, parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment bien compris, mais je pense que c'est super, mais surtout, je pense que c'est quelque chose qui doit nous aider à l'échelle européenne à justement faire ce que veut faire le patron de Deutsche Telekom, c'est-à-dire de mieux innover de manière disruptive sur la partie franco-allemande. Et tu as une expérience intéressante parce que tu connais ce milieu-là à la fois de ton parcours on va dire économique, tu as un long parcours dans le private equity, dans l'investissement, tu as eu des entreprises, mais aussi du côté politique, tu as travaillé pour le ministère des Affaires étrangères en France, tu es proche des politiques. Explique-nous de ta vision de l'intérieur, à ton avis, ce qui fonctionne pas forcément encore aujourd'hui pour qu'on fasse de l'innovation franco-allemande, notamment ce qui pourrait freiner les visions que peut avoir un patron de télécom, et à ton sens, ce qu'on devrait faire autrement pour que ça fonctionne mieux. Bonjour à tous, alors, juste une chose, moi j'étais pas au ministère des Affaires étrangères, j'étais pire. À la Défense, pardon. J'étais à la Défense, excusez-moi. Donc, j'étais en charge de l'innovation et de l'Europe de la Défense, qui, comme vous voyez avec la Belgique avant-hier, a pris un grand coup en avant. Juste pour un petit peu. Mais je pense que Tim Höttges, c'est lui dont on parle, a complètement raison. On a perdu la bataille. Alors, j'ai essayé de voir quelles sont les choses positives en commençant. L'Allemagne gagne la Coupe du Monde, je prends ça de Henrik Hennerlein. La France la gagne. La prochaine fois, j'espère que ce sera à nouveau l'Allemagne. Enfin, voyez, là, on est très bon. Le Cluny Forum marche. Mais sinon, la relation franco-allemande, c'est juste un champ de ruines. Et je vais un peu vous expliquer quand même sur l'aspect technologique. On peut se dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, les 10 principaux groupes mondiaux, 8 sont américains, 2 sont chinois. Ça, à la rigueur, on va dire c'est une histoire de taille de marché. Ce qui est beaucoup plus problématique sur l'histoire de l'innovation, c'est que 7 sur 10 sont des groupes technologiques. 3 sur 10 l'étaient il y a 3 ans. Et dans 2 ans, 10 sur 10 seront technologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les emplois de demain. Donc ça va bien au-delà de la taille ou de la puissance. C'est les emplois de demain, la prospérité de demain. Et pourquoi aussi le sujet technologique est, je crois, important pour nous tous, c'est qu'en fait, de plus en plus, on se rend compte que la technologie, c'est lié à nos valeurs. Quand vous avez des élections et que vous êtes hacké, on voit bien que le sujet de la cybersécurité, c'est un sujet qui touche éminemment au cœur du fonctionnement de nos institutions démocratiques. Quand on voit le rôle que jouent les médias sociaux, évidemment, c'est devenu une partie essentielle du fonctionnement démocratique. Quand on voit aujourd'hui comment les Chinois sont en train de mettre en place, il y a un très bel article dans Handelsblatt sur le social scoring, qui en fait, c'est le rêve de Orwell, mais multiplié, puisque quelqu'un posait la question, est-ce que est-ce que Xi Jinping a plus de pouvoir ou moins de pouvoir que Mao? Il en a aujourd'hui beaucoup plus, parce que c'est tout aussi totalitaire. On est entre nous, il n'y a pas de journaliste. Bon, c'est tout aussi totalitaire. Et non, mais j'ai encore mon visa chinois, donc j'essaye d'y passer de temps en temps. Et je suis au bord d'une université chinoise, donc oui, c'est un peu plus compliqué. Mais et surtout, il change le contrat social entre l'individu et l'État. Et c'est ça probablement que nos politiques doivent comprendre et que la société civile doit comprendre, c'est que si on n'est pas leader, nos systèmes sont en train de s'écrouler et vont s'écrouler. Je veux dire, donc ça va bien au-delà de l'aspect économique des emplois qui est déjà essentiel. Et pour ne pas faire trop long, là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense que la notion de B2C et B2B ne veut plus dire grand-chose. Est-ce que Google aujourd'hui est une entreprise B2C? Pas du tout. Ils sont dans les voitures, ils ont fait un partenariat avec vos amis de chez Carrefour. Donc, penser que, oui, on a perdu la bataille sur les plateformes, aber wir haben ja unsere starke Industrie, und Industrie 4.0.
c'est tout ça et ne pas comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est ma plus grande inquiétude et c'est peut-être la responsabilité pour vous. C'est que moi, j'ai eu la chance de préparer quelques conseils des ministres franco-allemands, pas beaucoup, mais ma surprise, ça a été que, et vous allez me trouver peut-être un petit peu dur, mais c'était quoi l'espoir d'Emmanuel Macron? C'était un État qui donne une direction et une société civile qui met en œuvre. C'est comme ça qu'il a eu 400 000 personnes, c'est quand même exceptionnel. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en France, en Allemagne et dans tellement de pays? On ne voit plus trop la vision. Enfin, si vous pouvez me dire où exactement on va, je serais ravi de le savoir. Par contre, on est dans le micromanagement. Et vous savez bien que dans les entreprises, dans les organisations, dans les NGO, quand on fonctionne comme ça, les meilleurs se tirent, s'en vont, pardon, et on n'a pas de résultat. Et je pense que ce qui se passe dans les sondages, je fais de la politique là. Et sur l'aspect innovation, attendez, moi j'ai fait mes études avec Cédric Villani, donc c'est un ami proche, c'est celui qui a fait le rapport sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on a en Europe en ce moment sur le sujet juste de l'IA, qui est une sous-partie du digital, qui est une sous-partie de l'innovation? On a un rapport britannique sur la stratégie britannique de l'IA en décembre 2017. On a un rapport français sur la stratégie française de l'intelligence artificielle en mars 2018. On a les Eckpunkte-Papier, où il n'y a rien dedans, du BMVI en juillet 2018. Alors oui, là, je me suis fait des amis à l'Élysée. Maintenant, merci monsieur Altmaier. Mais nous, on t'aime bien. Voilà, j'espère qu'il y aura une espèce de havre de paix ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je peux comprendre. Il y a des gens de chez Volkswagen dans la salle? Bon. Alors, je peux comprendre que les énergéticiens qui ont mis tellement d'argent sur leur centrale défendent alors, je ne l'excuse pas, mais défendent. Que les dieselistes défendent les investissements, vont juste à la fraude. Mais que sur des nouveaux thèmes, comme l'IA, on ne soit pas capable d'avoir une stratégie commune, ça va être quoi la conséquence? C'est qu'on aura des stratégies communes différentes, donc on n'aura pas le fameux scale dont on a besoin peut-être encore plus dans l'IA, parce qu'effectivement, c'est très lié au big data. Donc là, je pense qu'il y a un failure politique absolument majeur, et je pense que la seule solution, c'est de dire les hommes politiques sont formidables pour le scale-up, considérez-les, d'ailleurs on voit bien qu'il y a notre ministre de l'économie qui est le Schirmherr de cette... Utilisons-les comme des caisses de résonance pour diffuser, scaler les idées, mais c'est à l'écosystème, c'est à la jeune génération vraiment de prendre les choses en main et de faire. Et donc, en 2 mots, pour répondre à votre première question, qu'est-ce que c'est JEDI? C'est simple. JEDI, c'est l'agence d'innovation de rupture européenne. Pour ceux qui connaissent, c'est la DARPA européenne. L'idée est de dire, et je vais terminer par une note positive, on peut se dire, ça y est, on a perdu la bataille, mais en fait, pas du tout. On est en train de vivre une accélération technologique qui fait que peut-être que dans 2 ans, Facebook ne sera plus Facebook, et peut-être que le quantique aura remplacé toutes les procédures de cybersécurité. Peut-être que l'intelligence artificielle aura totalement changé. Peut-être que la blockchain va enlever la nécessité d'avoir des bases de données centralisées. Et donc, c'est l'arme de destruction massive contre les grandes plateformes. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire il faut qu'on lance des challenges sur des défis, des frontières technologiques. Je vais vous en donner un. Aujourd'hui, la blockchain, le grand problème, c'est que ça consomme énormément d'énergie. On va lancer un challenge sur est-ce qu'on peut avoir une blockchain qui consomme 1000 fois moins. Le glyphosate, vous connaissez tout le sujet, c'est un sujet extrêmement divisif entre les urbains, les ruraux, etc., en Europe, etc. Est-ce qu'on arrive, avec des challenges technologiques, à trouver un remplaçant en 24 mois? Et la troisième chose qui est partie de cette initiative, c'est de dire il faut que ça soit la puissance publique qui investisse, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un retour sur investissement. Il y a un mythe parmi les politiques que les startups règlent le problème de l'innovation. C'est faux. Les startups et les grands groupes, enfin je parle sous le contrat des grands groupes qui sont ça, vont jamais faire des opérations où il n'y a pas de retour sur investissement. Donc c'est à l'État de le faire, le long terme. D'ailleurs, les Chinois le montrent et les Américains l'ont montré à la DARPA. Mais il faut que ce soit l'écosystème qui mette en œuvre, parce que si c'est à nouveau un ministère qui va décider, qui va mettre 18 mois, et bien en 18 mois, vous le savez bien, on aura tous changé de produits, d'iPhone. L'accélération fait que s'il n'y a pas un caractère très entrepreneurial. Donc JEDI, c'est une DARPA européenne, mais qui est emmenée par l'écosystème. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des grands groupes, des startups et des grands centres de recherche, du Fraunhofer au CNRS, à Sigfox, en passant par Volocopter ou Lilium, enfin, c'est des groupes que vous connaissez, presque tous. Télécom ne fait pas encore partie, mais j'espère qu'à la fin de cette table ronde, ça sera le cas. Voilà. Pierre, toi,
avec ta direction du French Desk de Mazars ici en Allemagne. Tu t'es présenté hier lors de notre première rencontre. Tu as la chance d'avoir un point d'observation assez extraordinaire des entreprises françaises qui viennent en Allemagne, entreprises allemandes qui veulent aller en France, notamment dans le domaine des fusions-acquisitions liées à l'innovation, à la technologie. Quelle est d'après toi, par rapport à ton observation concrète du monde de l'entreprise, aujourd'hui les chances d'écosystème qu'on a entre la France et l'Allemagne? Qu'est-ce que tu vois comme belle entreprise, comme aussi belle thématique, comme sujet ou comme plateforme qui pourrait émerger et sur lequel on pourrait justement incarner cet écosystème qu'André appelle de ses voeux? Je me demande d'être visionnaire. Moi, je ne suis pas politique. Bon, ce que je vais dire, ça va être très basique, entre guillemets, dans le sens par rapport à ce que j'observe. Je partage tout ce qu'a dit André. La première chose, c'est effectivement, ça ne sert à rien de copier, de vouloir développer un nouveau Google ou un nouveau Facebook. Je crois que ça, c'est fini. Ce qui serait pas mal, ce serait de trouver une imposition commune pour ces grands. Là, déjà, on a du mal à se mettre d'accord. Je comprends que Google emploie des VIE et ne paye pas d'impôts, c'est intéressant. Le deuxième commentaire, tu parlais de Cédric Villani. J'ai eu la chance, là, au mois d'avril, quand il a présenté son rapport, d'être à l'ambassade de France, où en fait, moi je trouve le rapport bien fait dans le sens où il met les sujets sur la table. Le problème, ça ne suffit pas de mettre les sujets sur la table. Et comme tu l'as dit, si chacun sort son rapport et qu'ensuite il se passe rien en plus avec chacun des rapports, on n'a rien gagné. En tout cas, dans son rapport, il y a 2-3 choses qui sont intéressantes. La première, c'est de dire de se développer sur ses compétences fortes, les secteurs clés, les niches d'excellence, diraient certains. C'est quoi? C'est l'énergie. L'énergie, on a bien vu, là, on était assez Vorreiter en Allemagne, mais c'est les Chinois et les Asiatiques qui ont réussi à prendre le dessus sur pas mal de choses. Donc si on se mettait ensemble, on serait peut-être plus fort. Deuxième sujet, c'est le sujet, tout ce qui est transport, mobilité, avec bien sûr Airbus, mais aussi Alstom Siemens. Si on voit ce qui se passe quand Alstom est racheté entre guillemets par Siemens, je me souviens, le journaliste du Monde m'a appelé en me disant: Pierre, qu'est-ce qui se passe en France? Les Français ont l'impression qu'ils sont rachetés par les Allemands. C'était la première fois qu'il y avait une opération entre guillemets qui se passait dans l'autre sens. Moi, j'observe qu'il y a beaucoup d'opérations qui se passent France vers Allemagne. Et entre nous, on s'en fout dans quel sens ça se passe. À partir du moment où on crée des champions franco-allemands, des champions européens, on a tous gagné. Le Corian Medica, par exemple, qui est un champion français des maisons de retraite, a contribué à consolider le marché allemand des maisons de retraite, et c'est très bien. C'est peut-être un autre sujet que l'innovation, mais c'est un sujet important aussi. Donc je parle de l'énergie, transport, mobilité. Et 2 autres sujets qui sont, je pense, super importants aussi pour peut-être développer, effectivement, et pour aussi, c'est mon espoir, parce qu'effectivement, quand on voit ce qui se passe en Europe, on peut avoir tous très peur et se dire mais c'est pas possible. C'est peut-être des sujets d'espoir dans le sens, c'est peut-être ce qui va nous mobiliser sur un avenir commun. C'est le sujet de la santé. Parce que la santé, je vois 2 choses. Je vois d'une part, notre population vieillit, donc c'est un sujet important sur lequel il faut absolument qu'on se développe, notamment pour des sujets de budget, ainsi de suite. Mais aussi, je vois là derrière la possibilité de rendre l'innovation inclusive. Quand je suis en Charente là en ce moment, mais chez ma belle famille, en Charente il y a des problèmes pour trouver des médecins. Alors si on arrive à faire des diagnostics entre guillemets à distance, des choses comme ça, peut-être qu'on aurait le moyen à la fois d'être efficace et puis surtout de montrer aux territoires qui sont peut-être parfois un peu loin de toutes ces mutations technologiques qui ont peu peur entre guillemets, que ça peut leur apporter quelque chose. Moi j'attache une importance très forte à cette innovation inclusive, donc innovation européenne. Et le 4e sujet, le sujet de la défense dont on va parler tout à l'heure, cybersecurity. Ça, c'est le sujet, bien sûr, qui est important pour protéger nos frontières. On voit aussi ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est les 2 derniers sujets. C'est des sujets qui ne sont pas seulement intéressants parce qu'on est déjà pas mal dans ces secteurs, mais c'est parce que aussi c'est important pour notre futur. Donc je pense que c'est ce sujet-là qu'il faut absolument se développer. Et ce qu'il faut aussi, tu en parlais tout à l'heure, en Allemagne, je crois que Angela Merkel, pour se faire conseiller dans le digital, il y a 4 comités. Il y a un Digital Rat, il y a une Datenethik Kommission. Maintenant, il y a 2 nouveaux comités qui ont été mis en place, qui est le comité für Sprunginnovation et un autre für Cybersicherheit. Donc il y a 5-6 comités qui se réunissent. Je crois qu'à Meseberg, ils vont tous se retrouver prochainement pour sans doute sortir un nouveau rapport. C'est bien de sortir des rapports, mais ce serait effectivement mieux de travailler ensemble. Et pour reprendre une citation de la semaine dernière, il y avait la journée franco-allemande économique à Berlin. C'est Geoffrey Roux de Bézieux, donc du MEDEF, qui disait ce serait bien que sur tous ces sujets-là, avant de se regarder soi-même, qu'on regarde qu'est-ce qui se passe chez les voisins et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur les voisins. C'est pour ça tout à l'heure l'idée qui a été émise de peut-être développer une sorte de fiscalité franco-allemande au lieu d'harmoniser des choses qu'on ne peut même plus harmoniser. Harmoniser une fiscalité de nos jours, c'est complètement impossible parce qu'il y a une histoire derrière. Plutôt travailler sur des sujets sur le futur, quelque chose de nouveau. Quand on parle de blockchain, ICO et tout ça, de développer effectivement une réglementation, j'aime pas trop le terme, mais de développer une approche franco-allemande, plutôt que de regarder chacun dans son coin et surtout plutôt que d'attendre que l'Europe fasse quelque chose, parce qu'on sait ce qui se passe en Europe, 28 pays, bientôt 27, c'est complètement impossible actuellement d'avancer assez rapidement. Parfait. Je trouve
passionnant dans ce que tu dis, Pierre, c'est que finalement tu parles d'exemples franco-allemands, Siemens, Alstom ou les maisons de retraite, pour finalement parler de nous, en fait, des gens, des citoyens, et de ce que cette mise en commun des moyens peut nous apporter, nous, en termes de citoyens. Finalement, quelle que soit notre nationalité, qu'on soit français ou allemand, on s'aide mutuellement. Finalement, on voit que cette dimension-là, elle est beaucoup plus sociétale et politique que technologique. On est parti de la logique de plateforme. Tu disais, les entreprises sont toutes technologiques, mais en fait, la technologie, c'est qu'un moyen, en fait. La vraie finalité, c'est ce qu'on peut faire pour la société, en fait, et à cette échelle franco-allemande, ça a vraiment du sens. Alors, peut-être qu'on poursuit dans cette dimension-là. J'aimerais profiter qu'on ait en fait deux partenaires aujourd'hui, deux interlocuteurs dans notre panel qui sont au cœur finalement de ce faire, parce qu'on parle beaucoup d'idées, d'intentions, mais je pense qu'un des dossiers clés, c'est comment on peut faire le Umsetzung, comment rendre les choses réelles. Et on a la chance d'avoir deux très belles entreprises, Télécom et Airbus, qui, je pense, sont des bons exemples à la fois d'innovation et surtout Airbus d'innovation dans le domaine franco-allemand. Stefan, ich versuche jetzt auf Deutsch, ich versuche das ein bisschen Deutsch-Französisch auch ein bisschen zu moderieren. Stefan, du bist der Head of New Business Modell und Services bei Airbus. Ein ganz spannendes Thema auch für uns alle. Also du bist wirklich für uns ein Beispiel in der Blaupause von, was ein deutsche-französische Unternehmen auch ist, Airbus, und das Thema neue Geschäftsmodell. Also du bist wirklich die Verwirklichung von unserer Diskussion jetzt. Kein Druck, die Frage wird einfach sein. Wenn wir auch vorher darüber diskutiert haben, was mir wirklich viel gefallen in deiner Antwort war, du hast nicht über Produkten oder Leistungen, über neue Angebot auch gesprochen, du hast über das Thema, wie das zu tun. Ja, wie hat das Thema Digitalisierung einfach das, die Arbeit am Tagesebene, also die Arbeitsweise in Airbus auch geändert. Ich glaube, das ist auch wichtig, um einfach von Idee und Theorie jetzt in der Konkretisierung zu gehen. Könntest du uns ein bisschen mehr erzählen, was hast du bei Airbus auch gesehen oder gemacht mit der Nutzung von Digitalisierung, um einfach diese deutsche-französische Zusammenarbeit zu fördern? Ja, sehr gerne, avec grand plaisir. Je vais essayer de l'expliquer. Airbus ist wirklich ein deutsch-französisches Unternehmen. Nicht nur juristisch, legal oder nach der Organisationsform oder nach den Standorten, sondern wirklich, wie wir Tag ein, Tag aus arbeiten. Ich bin heute sehr privilegiert und auch sehr glücklich, in diesem Unternehmen zu sein, weil wir erleben dort wirklich Tag ein und Tag aus das, was hier im Cluny-Forum auch stattfindet. Der Austausch, das Auseinandersetzen von diversen Menschen mit diversen Hintergründen, mit diversen Interessen. Und das ist nicht immer einfach. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass das nicht immer einfach ist. Das ist nicht immer einfach. Aber es ist auf jeden Fall die Mühe wert. Wir haben bei Airbus ist letzten Endes der Zusammenschluss aus, ich sag mal, der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie, wohlgemerkt ehemalige Konkurrenten, die jetzt zusammenarbeiten, die über Jahrzehnte zusammen gefunden haben und die jetzt heute Tag ein, Tag aus erleben, wie wir erfolgreich, und wir können, ich bin ganz einverstanden mit André, wir sind auf jeden Fall alle zusammen viel erfolgreicher gemeinsam als in Silos, als in Isolation, als national oder als einzelne Unternehmen. Was heißt es konkret bei uns? Alle unsere Produkte, ob Satelliten, ob Flugzeuge, ob Hubschrauber oder auch Informationssysteme. Wir entwickeln komplizierte und komplexe Systeme und das passiert über viele Standorte hinweg und über viele Landesgrenzen hinweg. Und das passiert selbstverständlich. Ohne digitale Lösungen können wir uns gar nicht vorstellen zu existieren. Die Kollegen in Filten sind jeden Tag mit den Kollegen in Toulouse verbunden über gemeinsame Datenleiten, über gemeinsame Bildschirme. Wir haben alle dieselben Tools, sage ich mal, dieselben Grundlagen, dieselben Arbeitsregeln, dieselben Prozesse, dieselben Daten sowieso. Und wir arbeiten Tag ein, Tag aus gemeinsam, egal wo wir sitzen, ob in Bremen oder in Saint-Nazaire, ob in Getafe oder in Sevilla, ob in München oder Paris, arbeiten wir gemeinsam an denselben Themen. Und die Entwicklungen finden einfach
einfach gemeinsam statt. Also viele von uns kennen gar keine andere Realität mehr, Gott sei Dank mittlerweile. Und ja, ich meine, ich muss nicht lange erklären, welchen Beitrag leistet Digitalisierung, die ermöglicht überhaupt ein engeres Zusammenleben mit uns allen. Wir erleben es ja auch alle privat, man kann schneller kommunizieren, man hat die gleichen Daten und man hat einfach eine Gemeinsamkeit, die uns die Digitalisierung ermöglicht. Insofern ist die Frage, was bringt Digitalisierung bei Airbus, wir hatten es ja im Vorgespräch, ich kann gar nicht, die ermöglicht uns überhaupt zu sein. Das europäische Unternehmen, das wir sind, wird dadurch überhaupt erst ermöglicht. So würde ich die Antwort machen. Dann kann ich jetzt stundenlang über alle möglichen Produktentwicklungen erzählen. Vielleicht noch ein letzter Satz, was die Zukunft angeht. Auch da bin ich voll dabei. Es wird nicht mehr so sehr um Produkte gehen, sondern es wird vielmehr um die Lösungen gehen, die wir wirklich auch mit Daten für die Menschheit, für Menschen, wie wir einfach die Welt verbessern können. Und das ist auch mein Titel, New Business Models and Services. Ich bin beauftragt, nicht den nächsten Flieger oder das nächste Produkt zu entwickeln, sondern zu sehen, welchen Beitrag kann Airbus über die bestehenden Produkte hinaus für die Gesellschaft und die Welt in Zukunft leisten. Danke. Anna-Lena, du bist VP Digitaltransformation bei Telekom. Das ist hier, du bist zu Hause. Danke nochmal für die Anleitung. Was du mir erzählt hast in unserer Vorrede, ist, dass du sehr stark die interne Transformation innerhalb Telekom auch fördert durch Digitalhebel, aber insgesamt mit einer Idee, dass Transformation hat nicht nur mit Technologie oder Tools oder Systemen zu tun, aber mit Menschen. André. Je vais commencer par le plus provocateur. On a toujours les politiques. Vous allez comprendre que j'ai quand même un petit... Voilà, enfin, j'ai passé un an à découvrir l'intérieur du système et j'avoue que je ne suis pas sorti de là très impressionné. Et je vais vous donner une anecdote. Je ne sais pas si je devrais la citer. L'avant-veille du Conseil des ministres franco-allemand, le 13 juillet 2017, c'est très précis. J'ai quelqu'un de l'Élysée qui m'appelle en me disant « on ne comprend pas ». C'était encore l'ancienne grande coalition. Sigmar Gabriel, à l'époque SPD, vice-chancelier, ministre des Affaires étrangères, veut A. Ursula von der Leyen, l'actuelle ministre de la Défense, CDU, veut B. Qu'attend la chancelière pour arbitrer? Alors déjà, il y a un mot arbitrer qui n'est pas traduisible. Deuxième chose, qu'au cœur de l'État, on ne comprenne pas, mais la base, le A, même pas le ABC, le A, de comment fonctionne la politique allemande, que c'est une grande coalition, que la chancelière n'arbitre pas, et encore moins dans un contexte pareil. Donc je pense qu'au lieu d'avoir les politiques qui disent « vous, les jeunes professionnels, vous devriez faire des stages », non, on devrait prendre les cabinets ministériels et les envoyer en stage dans l'autre pays. Voilà. Non mais sinon, il y a toujours le côté « on va vous aider ». Deuxième chose, ça c'est très concret. Au début, moi je ne croyais pas, alors je vois qu'il y a quand même 60% de femmes, c'est ça, 70% de femmes, formidable. Bravo. Pas encore sur le panel, hein. Pas encore sur le panel. J'ai bien mis une montre rose, mais voilà, c'est un peu caricatural. Mais bon. Non, mais l'autre chose, je pense que ce sujet, ce que je disais avec Cédric, et tu l'as bien dit, il est allé la dernière semaine de son rapport. C'est-à-dire, il allait faire un débrief, c'est déjà bien. Il aurait dû aller la première semaine pour construire un truc ensemble. Et vous savez bien, une fois que le truc est figé, qu'il y a deux stratégies, elles vont aller dans des sens différents. Donc une des choses, ça serait de dire, comme on a réussi... Moi, je ne croyais pas au quota au début, mais on se rend compte que si on n'a pas, on n'arrive jamais à une certaine égalité. Donc il faut le faire. Eh bien, on devrait que sur tous les sujets stratégiques, il n'y ait pas de groupe de travail français ou allemand. Là, qu'est-ce que fait le BMWI sur la KI-Stratégie pour ceux qui... Il y a plein de groupes de travail qui ne parlent qu'allemand, il n'y a que des Allemands. Ou alors, l'inverse, c'est la Commission européenne qui a mis Google, Microsoft et IBM dans le groupe de travail sur la stratégie européenne du KI. Là, par contre, c'est du délire. C'est l'autre délire. C'est-à-dire que... Bon, il faudrait peut-être avoir un truc minimum. Il y avait un grand, pour ceux qui sont dans la tech en France, il y avait un grand événement avec la French Tech à Station F il y a 2 semaines. Il n'y avait pas un Allemand. Il n'y avait pas un Allemand. Il n'y avait que des Français. Ça ne va plus. Et en plus, tout le monde sait. Je veux dire, on est sorti de cette réunion et ensuite, tout le monde commence à dire scaling, international, Europe. Mais quand on est dans ces réunions-là, on est entre nous. Ce que j'essaye de dire à Mounir Majoubi, mais on a des gens qui sont câblés franco-français ou germano-allemands. Donc, avoir une espèce de quota où sur tous les sujets stratégiques,
et pas juste des trucs comme Meseberg. Je vous donne l'exemple sur l'agence d'innovation de rupture. Quand vous voyez le communiqué final, tout le monde nous a dit formidable, il y a un soutien de Macron et de Merkel à Jedi. Oui, mais enfin, quand on lit, il y a la position française qui est « il faut une stratégie européenne sur l'innovation de rupture », et la deuxième phrase, qui est celle qui a été mise par le ministère allemand de la Recherche, qui est « par contre, il faut uniquement travailler avec les gouvernements nationaux ». Et tout ça dans la même phrase. Les politiques sont formidables, il y a tout et son contraire. Alors on pense que ça avance, mais en fait ça n'avance pas, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat concret. Donc deuxième proposition concrète, c'est ça. Et la troisième, qui est plus générale, et qui est moi ma grande inquiétude, moi aussi j'ai passé pas mal d'années en Chine, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ceux qui expérimentent aujourd'hui, on le sait bien, aujourd'hui on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait plus, on est dans un monde totalement... Donc ne pas prendre de décision, c'est la pire des décisions. Et il faut savoir expérimenter. Et ce n'est pas juste sur l'innovation. On l'a bien vu sur les migrants, on l'a bien vu sur tout. Aujourd'hui, ce que reprochent les citoyens, c'est que la politique n'a plus d'impact, n'est plus perçue comme ayant un impact sur la vie de tous les jours. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte, le discours de la Sorbonne, c'est il y a un an, qu'est-ce qui s'est fait concrètement? Si on n'arrive pas à montrer, on pourra avoir les plus beaux discours avec le meilleur orateur, et je pense un président qui est juste exceptionnel, mais s'il ne sait pas qu'aujourd'hui, son administration bloque toute capacité de changer les choses, je pense qu'on doit être beaucoup plus dans ce qu'on appelle le spoil system à l'américaine, où quand il y a une nouvelle administration, on coupe les têtes. Et on met une équipe qui va... Aujourd'hui, le problème, c'est que comme il sent qu'il a du mal avec son administration, eh ben, on a une concentration du pouvoir entre Emmanuel Macron et Alexis Kohler, et Alexis Kohler et Emmanuel Macron. C'est comme ça que se prennent les décisions aujourd'hui en France. Et ça, vous le savez bien, ça va mal finir si ça continue comme ça. Et la même chose en Allemagne. Donc ça, c'est peut-être une troisième proposition, c'est vraiment avoir une capacité d'expérimentation. Excusez-moi, j'utilise le fait que j'ai le micro. Ce que tu as dit, Jérémy, est tout à fait correct. Il y a une voie européenne qui est donner du sens. Aujourd'hui, nous, notre initiative, elle est soutenue même par les Verts allemands, qui, comme vous savez, ont toujours été un peu schizophrènes avec la technologie, que ce soit les OGM, que ce soit le nucléaire. Mais en fait, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut que la technologie pour la technologie pure n'a aucun sens. Ce n'est pas une voie européenne. Mais la technologie pour trouver des grands challenges, pour résoudre des grands challenges, climate change, santé, digital, nouvelles frontières, là, on n'amène pas juste la petite élite, excusez-moi, on en fait un peu partie, mais 80% de la population, parce qu'aujourd'hui, 80% de la population, elle est inquiète de l'IA. Le chauffeur de taxi, il a raison d'être inquiet, parce que lui, dans 4 ans, Waze plus Uber, vous voyez ce que ça fait? Ça fait plus de chauffeurs. L'employé de banque, lui aussi, il va être... Donc il faut qu'on montre que la technologie est quelque chose qui peut résoudre des problèmes sociétaux. Ce qui est fou, c'est que l'Europe n'est pas réussie. Quelqu'un le disait, sur la transition écologique. Je suis passé au-dessus du Hambara Force là, en atterrissant ce matin. J'ai pris l'avion, je m'excuse. Et c'est vrai... Ouais. Tu peux repartir en Nobody's perfect. C'est possible. Mais là-dessus, on emmène les gens. Il faut qu'on arrête de faire des grands discours et que finalement la France et l'Allemagne aujourd'hui soient les mauvais élèves de l'Europe en termes de performance par rapport à leurs engagements COP21. Franchement, Make Our Planet Great Again, c'est formidable, mais maintenant, Fakten, zur Sache, schätzchen. On retient comme... je retiens comme quoi te dire, André, qu'il faut donc qu'on envoie Emmanuel Macron en VIE en Allemagne à la chancellerie. Hein. On a déjà la base, c'est bien parti. Ich würde gerne ein Schlusswort auch vielleicht eine deutsche Seite auch geben, auch eine echte Parität zu machen, auch eine richtige von einer deutschen Frau, Annalena. Was wäre für dich, also ich finde das auch wichtig, dass dieses Thema Inklusivität auch in der Vielfalt inklusive auch die Frauen auch, weil das gehört auch zu das Thema Transformation. Was wäre von deiner Seite eine Botschaft für uns oder etwas, das wir mitnehmen können sollten, um das Thema Transformation hier in einer deutsche-französische Prägung auch noch besser zu fördern? Also ich glaube, zum einen, nochmal zurückzukommen auf ein Thema, was ja auch schon mal mehrfach angesprochen wurde, Diversität, wie wichtig das ist. Es gibt so eine ganz interessante Studie von der Northwestern University. Da wird gesagt, wenn man als eine Person ein Problem lösen will, dann schafft man das zu 42%. Zu zweit mit jemand, der aus der gleichen sozioökonomischen Hintergrund kommt, 54%. Jemand, der sehr divers ist, 75%. Das Interessante ist aber daran, dass man, wenn man die Leute fragt, wie wohl sie sich dabei gefühlt haben, dann sagen die bei den 75%, es war ganz schlecht. Also sie haben sich total unwohl gefühlt, obwohl sie nach dem Ergebnis bessere Ergebnisse gemacht haben. Also das ist ganz interessant. Das bedeutet auch nochmal für mich, wie wichtig es tatsächlich ist, sich nur mal Leute zu suchen, die man weiß,
vielleicht nicht auf den ersten Blick die super Leute, die am 100% zu einpassen. Als zweites wirklich das auch aushalten und wie wichtig das ist, gerade auch nochmal Unterschiede Französisch, Deutschland. Da gibt es auch einige bewusst Leute suchen. Ich finde auch, also wenn ich daran denke, in meinem Studium, da habe ich andauernd Leute getroffen aus anderen Hintergründen. Und umso mehr ich jetzt arbeite, umso mehr ich in meinem Universum bin, umso weniger mache ich das. Also bewusst unterschiedliche, auch vielleicht Frauen folgen, das kann man wirklich nur empfehlen, auch auf Social Media, bewusst andere Leute ansprechen und eben bewusst tatsächlich auch das Wissen weitergeben und auch sagen, hier habe ich einen Fehler gemacht, seht ihr das auch so? Weil umso mehr man teilt, also was ich mache, wenn ich Leute treffe, sage ich immer, das sind gerade meine Probleme, das ist mein Problem, mit dem ich mich gerade rumschlage, hier habe ich einen Fehler gemacht, dann kommt man in schon eine ganz andere Beziehung. Und im Endeffekt gerade auch die großen historischen Zusammenschlüsse auf deutsch-französischer Ebene waren immer persönliche Beziehungen, die dazu geführt haben. Also guckt euch um und sucht euch hier mindestens 2 Leute, mit denen ihr wirklich im Kontakt bleibt und euch auch mal streitet. On parle beaucoup de la culture de l'erreur, tu as raison, hein, et je pense qu'on peut applaudir. Ce qui est intéressant ce que tu dis, c'est qu'on parle beaucoup de la culture de l'erreur et on apprend par l'erreur. L'erreur est positive dans l'innovation. Le couple franco-allemand, il est né de grosses erreurs historiques des deux côtés. Et en fait, je pense qu'on a beaucoup appris finalement en reconnaissant nos erreurs mutuellement et en apprenant et en dépassant ça. Et en fait, c'est, comme on disait ce matin, la digitalisation, l'innovation, elle n'a pas démarré il y a 10 ans à la Silicon Valley, elle démarre depuis des siècles avec les mêmes logiques. Et c'est surtout une logique de reconnaître ce qu'on fait, pas forcément bien, mais de savoir l'échanger avec les autres et de profiter de cette diversité. Et je vais conclure parce que malheureusement on n'a plus de temps et comme on est en Allemagne, on va être pünktlich. On avait plein de choses à dire, mais je pense que c'est... Ah, des questions, stimmt, toi, recht. Je vais peut-être juste faire comme un mot de conclusion avant les questions. Donc, ce que je retiens de notre conversation, c'est qu'en fait, on a parlé en fait, de plein de choses sous de technologies. On a parlé en fait de valeurs, d'impact politique, je trouve ça très bien, de gens. On a parlé aussi beaucoup de diversité. Et je pense que si de mon côté, je pouvais résumer en 3 mots, ce qu'est l'innovation, la digitalisation dans le franco-allemand, c'est d'abord cette diversité qui est vraiment notre force avant tout. C'est ce qui nous différencie des Américains ou des Chinois. Et je pense qu'il faut qu'on le reconnaisse et qu'on l'utilise. Le deuxième élément, c'est que c'est notre taille, les Skalierung, Scale-up. Il ne faut pas qu'on en ait peur. En fait, on est grand ensemble. Et donc, il faut qu'on le fasse. Et la troisième dimension, alors là, je vais sortir mon joker parce qu'en fait, je n'ai pas le mot ni français ni allemand. C'est purpose. Le but, en fait, ce qu'on fait, il faut que ça ait du sens. Et on ne le fait pas pour le Mittelton, on le fait vraiment pour le purpose. Et en fait, je pense que moi, ce que j'aimerais prendre comme to-do pour notre groupe, c'est qu'on trouve finalement un mot franco-allemand pour traduire le mot purpose et qu'on fasse de l'innovation en fait avec du sens et qu'on trouve ce mot-là, ce serait un beau mot, un beau mot franco-allemand qu'on pourrait créer pour réussir. Voilà, c'était juste mon petit mot de conclusion. Et évidemment, on est très heureux de prendre vos questions. Bonjour, j'ai une question un peu critique, voire provocante, aussi de la part de mon métier. Moi, je suis designer, ça fait très longtemps que je vis, je travaille en France, et l'innovation, ou le terme d'innovation, je le vois, je l'entends tous les jours, de toutes les couleurs, de toutes les sauces. On commence avec nos clients de parler tout simplement du terme du travail bien fait, au lieu de parler d'innovation. Et comment, par exemple, l'Allemagne et cette coopération pourrait aider la France a amélioré par exemple les espaces urbains que je pense que sont quand même bien mieux gérés en Allemagne qu'en France. Saint-Denis, une des plus grandes villes d'Île-de-France, n'a pas de tri sélectif. En 2018, on commence à avoir des tout premiers pistes cyclables bien faits dans Paris. Les tramways, c'est tout au début, on n'a même pas un seul qui traverse Paris, ce genre de choses. Et qu'est-ce que vous pensez, comment on pourrait aider la France ou créer un échange par rapport à ça, parce que je pense qu'on est peut-être d'accord que ça se joue dans les grandes villes, dans les métropoles, et c'est notamment là où en France aussi il y a beaucoup de pauvreté dans la banlieue par exemple, et on n'a pas besoin de Uber ou ce genre de choses pour améliorer la vie de ces gens-là, mais je pense que l'innovation elle peut être très low-tech, mais elle est urgente parce que là il y a de l'exclusion et on sait vers quoi elle mène, notamment en Allemagne en ce moment, au niveau politique, on sait de quoi il s'agit. Je ne sais pas si c'est quelqu'un du panel qui peut répondre, ou quelqu'un peut-être de l'audience, de la salle, qui peut-être a une expérience dans l'univers du public
Est-ce que c'est une question finalement en direction de nos collectivités locales ou du public? Moi, j'ai pas d'expérience, mais peut-être deux choses. Ouais, il y a naturellement une histoire derrière l'évolution de Paris par rapport à Berlin, et ainsi de suite. Enfin, c'est difficile de changer les choses. On voit quand Hidalgo, moi j'habite pas à Paris, donc je vois ça de loin. Je vois ça en tant que Berlinois qui n'a pas de voiture, donc je souris en fait quand je vois les discussions à Paris, quand on ferme la voie sur Berge et tout ça. Mais peut-être le concept, je sais qu'entre Paris et Berlin, il y a discussion sur Smart City. Un Smart City, ça pourrait être effectivement quelque chose qui va dans ce sens-là. Et là aussi, ça devrait être un sujet effectivement sur lequel la France et l'Allemagne doivent travailler ensemble. Mais je sais qu'il y a 2-3 initiatives qui ont été lancées sur le sujet. Ouais. Petite réponse. Non, c'est pertinent. Je pose la question. Oui, j'avais le cube. Voilà. Merci beaucoup pour votre panel. Je trouve que c'est très, pas rafraîchissant, mais ça fait du bien, je trouve, de vous entendre, Monsieur Leuze-Krug-Petri, vous résumer en quelques phrases. Voilà, une situation politique pour des gens qui ne sont pas dans le milieu politique qui est assez frappante. Et je trouve qu'il crée chez nous, en tout cas chez moi, un sentiment d'urgence et de panique un peu quand on voit un peu les enjeux et qu'on peut les mesurer. Et en même temps, j'aimerais être très rassurante. C'est pour ça que je vous dis, c'est même pas une question, je voudrais vous dire quelque chose. Ça fait des années maintenant, donc quand on vieillit un peu, on a participé à beaucoup de working groups, c'est des young leaders und so weiter. Et on nous dit à chaque fois, on a des leaders qui sont sur ces chaises qui nous disent de manière beaucoup moins sympathique que vous, vous savez, c'est à vous de le faire, le pas. Vous êtes la jeune génération. Ça vous appartient maintenant de faire le truc. Et en fait, on est hyper démunis parce qu'ils nous expliquent rien du tout. Je donne une anecdote. Je me suis trouvée face à l'ancien chef économiste de la Deutsche Bank en Allemagne qui a refusé de répondre à une de mes questions sur son mode d'information. Et j'ai senti clairement de manière implicite qu'il faudrait le rémunérer pour ça. Donc on n'a pas besoin de ça, des seniors comme ça qui nous prennent comme ça. Par contre, on a besoin de gens qui nous montrent le chemin et qui décryptent pour nous, je pense par exemple pour vous, pour les choses politiques, quand on les suit pas au quotidien, franchement c'est très difficile de mesurer l'impact d'une décision, voilà, sur plein d'autres sujets. Et je suis obligée de le dire, animée par ce sentiment d'urgence, le Cluny Forum est un excellent cadre et utilisez-le pour les conseils des ministres aussi. Si vous n'avez pas besoin de créer un autre truc énième où il n'y aura jamais assez d'argent, où vous ne pourrez pas faire bouger les gens comme vous voulez, vous utilisez le Cluny Forum, répétez chaque année, plusieurs fois par an, mais exactement ce cadre-là, d'expérience, je ne sais pas quel sera l'écho parmi vous, je ne connais pas d'autres cadres où il y en a peu, qui réunissent des profils aussi différents, avec une méthode aussi constructive et amusante, où on n'est pas habitué, qui nous oblige à chaque fois à faire ces allers-retours sur nos processus de réflexion. C'est de ça dont on a besoin et dont ont besoin nos décideurs. Donc utilisons le Cluny Forum pour ça. On n'a peut-être pas besoin d'inventer des usines à gaz. Une autre remarque. Si on veut avoir de l'ambition, il faut changer le monde, donc il faut que tout le monde se sente bien dans le monde. Voilà. Je reviens sur une remarque, vous, Monsieur Villain, que vous avez fait donc, à Annalena Brulé. Une femme ne répond pas forcément au nom des femmes. Donc même si on a sur le panel... C'est vrai. Donc après, c'est très bien de vouloir une parité réelle 50-50, mais quelquefois c'est très bien aussi d'avoir que des hommes sur le panel, mais juste qu'ils parlent de nous. Donc c'est important de nous demander, oui, et que nous on parle de vous. Moi quand je donne une recommandation, voilà, mais c'est très important, je pense qu'on ait cette vision et qu'en fait on parle vraiment pour tout le monde en tant que personne et qu'on parle à tout le monde. Et un aparté aussi dans des locaux aussi extraordinaires que ceux-ci. Je me suis trouvée avec 2 autres femmes participantes ici. Et ben les toilettes féminines sont incroyablement pas pratiques. Donc je fais une mention. Quand on parle du bien-être, c'est pas forcément les salaires. C'est très important ce que je dis, très important. C'est pas forcément les salaires ou simplement des settings qui sont bien. C'est au lieu d'avoir une seule toilette et un lavabo, c'est d'en avoir 5 ou 10, d'avoir des sièges qui nous permettent, quand on est en jupe, de s'asseoir de manière à l'aise ici, ou d'avoir des micros qui nous permettent de ne pas accrocher nos boucles d'oreilles, ni dans les cheveux par exemple. C'est très très concret, ça c'est très concret, et vraiment, concrètement, ça nous change la vie. Et ça permet qu'on soit beaucoup plus conforme. Voilà, merci. Peut-être une remarque juste par rapport à l'inclusion-diversité. Alors, je suis déjà très ravi qu'on ait Annalena Gnau, par rapport à son expérience et ce qu'elle peut nous apporter. Je voudrais juste partager une expérience personnelle. J'ai recruté quelqu'un dans mes équipes en Allemagne qui était en fait quelqu'un d'origine française mais d'origine d'Afrique du Nord, qui avait fait la fac en France et qui n'avait jamais réussi à trouver un job à la hauteur de ses compétences en France parce qu'il était maghrébin. Et en fait, il a bossé ici en France pour Deutsche Telekom, en Allemagne, pardon, je suis en Allemagne, pour Deutsche Telekom. Et on l'a recruté il y a quelques années, parce qu'il était simplement bon, complètement bilingue, complètement intégré. Et en fait, je l'ai recruté pas parce qu'il était français, pas parce qu'il était maghrébin, pas parce qu'il avait bossé en Allemagne, parce qu'il était bon. Et je pense que c'est ce message-là en fait qu'on va faire passer. Et c'est lui aujourd'hui qui est en partie dans mon équipe Drive Innovation.